À l'heure où la crise de la dette est au cœur du débat politique, où les journaux rappellent avec insistance que la France vit à crédit, un parallèle historique vient assez naturellement avec la période qui précède la Révolution française. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1774, Louis XVI est immédiatement confronté aux dettes laissées par ses prédécesseurs. La situation, déjà difficile, se complique davantage avec l'engagement de la France auprès des insurgés américains en 1778. Au final, la guerre d'indépendance américaine va coûter à la France environ 1,8 milliard de livres, soit 3 ans du budget normal de l'État. Pour solutionner cette crise de la dette, il faudrait que les recettes fiscales augmentent. Turgot, avant sa disgrâce en 1776, proposait déjà de créer un impôt payé par tous, clercs et nobles inclus. Nous allons essayer de voir, au travers du portrait de l'action de 3 ministres des Finances, pourquoi la monarchie française a échoué à se réformer pour faire face à la dette. Le premier à proposer une réforme de l'impôt, c'est Necker. Mais au final, qui est-il ? Jacques Necker est né sur les bords du lac Léman en 1732. Il quitte la Suisse à 16 ans pour s'installer à Paris, où il est d'abord commis dans la banque du Suisse Isaac Vernet. À 24 ans, Necker s'associe à un autre Genevois pour créer sa propre banque, Telluçon, Necker et compagnie. Le quart des bénéfices de la banque lui appartient. Il gagne beaucoup d'argent à la bourse en spéculant sur les conséquences du traité de Paris. Sa banque devient l'une des plus puissantes de France. La femme de Necker, Louise Suzanne Curchod, tient un salon rue de Cléry dans leur hôtel de Bouligneux, salon qui rivalise avec celui de Madame Geoffrin. Elle y reçoit les beaux esprits du temps, encyclopédistes, philosophes, hommes de science comme Marmontel, l'abbé Raynal, Morellet, Grimm, Diderot, Buffon. À l'été 1773, Necker profite du prix d'éloquence de l'Académie française, dont le thème choisi est l'éloge de Colbert, pour faire connaître ses idées en matière d'économie, avec l'appui d'Alembert, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Ça aide. Il gagne le prix et se fait connaître comme candidat au poste de contrôleur général des finances. Il est nommé directeur général des finances en 1777, titre différent à cause de son appartenance à la religion protestante qui lui vaut de se voir refuser le titre officiel de contrôleur général des finances. Pour financer la participation française à la guerre d'indépendance américaine, Necker choisit l'emprunt plutôt que l'impôt. 530 millions de livres seront donc empruntés sur les marchés à des taux élevés, 6% d'intérêt par an. Jacques Necker sait que la situation des finances de la France est délicate. Il propose donc, dès 1777, un plan de réforme financière visant à ne pas augmenter les impôts, mais à en améliorer le rendement en réformant l'administration et en réduisant les dépenses. Il propose de supprimer de nombreux offices, les 6 intendants des finances, les 5 offices d'intendants du commerce, réduction également de 48 à 12 du nombre des receveurs généraux des finances chargés de lever les impôts indirects. 27 trésoriers et contrôleurs généraux de la guerre et de la marine sont aussi supprimés. À leur place, il propose de créer des officiers révocables et percevant un salaire fixe. Necker propose aussi de réduire les dépenses de la Maison du Roi, de réviser les pensions en supprimant cumul et abus. Il supprime en août 1780 406 offices du service de la bouche et du commun, dont des offices assez loufoques, comme les 8 écuyers chargés de porter au roi le bouillon du matin, ou encore les 4 coureurs de vin qui apportent à la chasse les rafraîchissements. En septembre 1780, il réduit de 1300 titulaires le personnel des chasses royales. Les effectifs du personnel des chasses étaient particulièrement importants. À la fin du règne de Louis XV, les chasses royales ont représenté ainsi un tiers du personnel de la Maison du Roi pour un budget de 1,2 million de livres.
Enfin, Necker s'attaque à la ferme générale. Qu'est-ce que c'est que la ferme générale? Les fermiers généraux sont des particuliers qui ont acheté le droit de percevoir les impôts indirects au nom du roi. La gabelle, la taxe sur le sel, et les aides sur les boissons, les taxes sur le tabac. Les fermiers généraux font une avance au trésor royal et se payent ensuite sur les contribuables en prélevant l'impôt, souvent beaucoup plus que ce qu'ils ont versé. Necker propose de réduire de 60 à 40 le nombre des fermiers généraux et de limiter leurs compétences à la gabelle, au tabac et aux entrées dans la ville de Paris. Les fermiers généraux perdent le droit de percevoir un impôt qui leur rapportait beaucoup, les aides, les taxes sur les boissons en particulier. Ce programme de réforme va attirer à Necker de nombreux ennemis parmi les fermiers généraux, mais aussi les financiers, les parlements, à la cour qui protestent aussi contre la réduction des dépenses et des pensions. Necker est attaqué par de nombreux libelles en 1781 et démissionne à la demande du roi en mai 1781. Il faut dire qu'il a publié dans son compte-rendu au roi pour la première fois en détail les comptes de l'État, en faisant figurer en bonne place les pensions versées à quelques grands personnages qui ont été très vexés qu'on expose au grand public l'argent qu'ils touchaient de la couronne. Le successeur de Necker, c'est Charles-Alexandre de Calonne. Calonne est né à Douai en 1734. Il est remarqué par Louis XV en 1766 et devient intendant des trois évêchés à Metz, puis intendant des Flandres et d'Artois à Lille. Ambitionnant d'être nommé contrôleur général des finances, il complote pour obtenir le renvoi de Necker avec le soutien de la noblesse de la cour. En novembre 1783, Louis XVI, pourtant prévenu contre Calonne, se résout à le nommer contrôleur général des finances. Il est difficile de dire quel est le budget exact de l'État quand Calonne entre en fonction, Necker ayant largement truqué ses bilans pour les faire paraître beaucoup plus favorables. Il a présenté les finances de l'État en ne montrant que le budget ordinaire, c'est-à-dire à l'exclusion des dépenses liées à la guerre d'indépendance américaine. Ce budget ordinaire est excédentaire de 10 millions, mais quand on y ajoute le bilan de la participation de la France à la guerre d'indépendance américaine et les dettes contractées pour la financer, le déficit est déjà de 46 millions en 1780. Il atteint même 80 millions en 1783. Les dettes exigibles s'élèvent alors à 300 millions de livres. Que propose Calonne? D'abord de rétablir le crédit de l'État pour rassurer les financiers. Ensuite, de relancer l'activité économique par une politique de grands travaux. Ainsi, Calonne fait poursuivre le percement du canal de Bourgogne, lance l'ouverture d'une route forestière de 25 km pour faciliter le transport du bois dans la Meuse, la tranchée de Calonne, des travaux également dans les ports, Cherbourg, Dunkerque. Il double aussi le capital de la Compagnie des Indes. Calonne, fasciné par la réussite économique de l'Angleterre, favorise par sa politique économique l'industrialisation de la France. Une industrie textile moderne commence alors à s'y implanter. Il encourage la haute noblesse à investir ses capitaux non plus dans la terre ou la rente, mais dans cette industrie naissante. Enfin, Calonne décide de relancer les dépenses publiques. Il règle les dettes des frères du roi, 27 millions quand même, prélève sur les comptes de l'État 6 millions de livres confiés à Louis XVI pour l'achat du château de Saint-Cloud, convoité par Marie-Antoinette, augmente également le budget des dépenses des fêtes de Versailles. En particulier celui des bals de la cour, de la musique de la chapelle royale, de l'opéra, des concerts. Il crée au passage l'école de danse de l'Académie royale de musique et augmente le salaire des chanteurs. Problème posé par cette politique. Les dépenses augmentent et atteignent 575 millions de livres en 1786, alors que les recettes de l'État chutent. Elles ne sont plus que de 475 millions. Le déficit est donc d'au moins 100 millions. La banqueroute menace. Que faire? Lancer un programme d'économie? Emprunter? On a levé en 3 ans plus de 650 millions de livres et les prêteurs refusent de prêter davantage à la France. Que faire d'autre? Augmenter les impôts alors qu'on ne cesse de promettre leur baisse imminente depuis la fin de la guerre d'Amérique? L'opinion publique, au départ très favorable à Calonne, se retourne contre lui au bout d'un an.
Et c'est alors que survient le revirement dans la politique de Calonne, un revirement qui a parfois été qualifié de révolution royale. Le 20 août 1786, Calonne adresse à Louis XVI un plan de réforme réuni dans un mémoire intitulé « Précis d'un plan d'amélioration des finances ». C'est un rapport d'une douzaine de pages à peine, qui propose de nombreuses réformes, dont la libre circulation des grains en supprimant les barrières douanières intérieures. Mais la plus importante de ces réformes est la création d'un impôt unique qui remplacerait tous les autres et frapperait tous les revenus fonciers sans distinction de privilèges. Calonne propose donc de taxer les propriétés de la noblesse et du clergé. Louis XVI se montre enthousiaste à ce projet. Il réussit à convaincre son conseil, pourtant réticent, de le soutenir. Parenthèse au passage sur Louis XVI. Contrairement à une idée largement répandue, Louis XVI n'est nullement resté prisonnier de l'éducation traditionnaliste qu'il a reçue. C'est un roi réformateur, conscient de la nécessité de transformer les structures sociales de son royaume. Calonne estime que la principale opposition à son projet viendra des parlements. Pour la surmonter, il envisage de soumettre le projet à une assemblée de notables composée de 144 membres désignés par le roi et par Calonne, une assemblée composée de personnalités du haut clergé, de l'aristocratie d'épée et de la noblesse de robe. Elle ne comptera que 4 roturiers, dont aucun n'est connu pour être un partisan des idées des Lumières. Le roi annonce la convocation de l'assemblée des notables le 29 décembre. C'est la première fois qu'il s'investit autant en politique intérieure. La plupart des notables se montrent hostiles aux réformes projetées par Calonne, et ce, dès la première réunion de cette assemblée, le 22 février 1787. L'assemblée refuse le plan de réforme. La majorité des notables sont nostalgiques de Jacques Necker, conservateur modéré, ami de la haute aristocratie. Necker, quant à lui, ne supportant absolument pas Calonne, fait tout pour saboter l'entreprise de son successeur aux finances. Le 10 avril, Louis XVI retire brutalement son soutien à Calonne et le renvoie. La joie est générale à Paris, où il était surnommé Monsieur Déficit et accusé de vouloir augmenter les impôts. Calonne publie un long texte, réponse de M. Calonne à l'écrit de M. Necker, publié en avril 1787, dans lequel il règle ses comptes avec son adversaire Necker. C'est dans ce texte, entre autres, qu'il prouve que Necker a truqué son bilan. Calonne est ensuite remplacé par Loménie de Brienne. Mais qui est-ce ? Étienne Charles Loménie de Brienne est né à Paris en 1727. Il a fait une longue carrière ecclésiastique, docteur en théologie en 1751, à 24 ans. Il devient évêque de Condom en 1760, archevêque de Toulouse en 1763, abbé du Mont-Saint-Michel. Il est élu à l'Académie française en 1770. Candidat à la succession de l'archevêque de Paris en 1781, il a été écarté par Louis XVI qui a déclaré à son sujet qu'il faudrait au moins que l'archevêque de Paris croie en Dieu. Ça pose le personnage. En mai 1787, Brienne a été nommé président de l'Assemblée des notables qui a auditionné le projet de réforme de Calonne. Il lui succède comme contrôleur général des finances. Il lui faut, dès son entrée en fonction, emprunter à nouveau. Il obtient 67 millions de livres d'emprunt en rente viagère, à un taux encore plus élevé qu'au préalable, entre 8 et 10% d'intérêt. Quel est le plan de Brienne ? Réduire les dépenses et instaurer un nouvel impôt foncier général. Il reprend à son compte cette idée d'un impôt universel qui pèserait sur tout le monde. Commençons par les économies. Brienne réduit le personnel de la maison du roi en supprimant plusieurs services de l'administration des chasses. La fauconnerie, la louveterie disparaissent, on fusionne la grande et la petite écurie du roi, et le nombre de chevaux royaux passe de 2215 à seulement, entre guillemets, 1195. On taille dans le vif des pensions de la cour, au désespoir de la haute noblesse qui perd son argent de poche, et on décide même de vendre plusieurs châteaux royaux, la Muette, Madrid, Vincennes, Choisy, Blois. Sous Brienne, le Trésor royal voit l'unification de ces caisses multiples en une seule caisse, centralisant recettes et dépenses. L'armée aussi est touchée par de nombreuses réformes. Pour obtenir d'autres rentrées d'argent, il étend le droit de timbre, un impôt indirect, à toute une série de domaines qui lui échappaient.
Ces projets sont repoussés par le Parlement de Paris en juillet 1787. Seules 3 voix, dont celle des 2 frères du roi, se prononcent en faveur de l'enregistrement de la loi d'extension du droit de timbre. À la fin juillet, le Parlement réclame la convocation des États généraux. Pour surmonter l'opposition du Parlement, Brienne persuade Louis XVI en août 1787 de tenir un lit de justice pour obliger les parlementaires à enregistrer ces décrets. C'est fait le 6 août 1787. Le 15 août, décision est prise d'exiler les parlementaires à Troyes. Ils ne seront rappelés à Paris qu'après avoir consenti à étendre l'impôt direct à toutes les formes de revenus le 20 septembre. Début mai 1788, le conflit entre le pouvoir royal et le Parlement de Paris s'envenime. Le Parlement se présente comme l'intermédiaire entre le roi et ses sujets. Le 6 mai, 2 parlementaires sont arrêtés en plein milieu du Parlement. Les provinces s'agitent pour protester. Le 7 juin 1788 a lieu à Grenoble la journée des Tuiles. Des émeutiers, perchés sur les toits, s'en prennent à la troupe pour empêcher l'exil forcé des membres du Parlement de Grenoble. L'opposition à Brienne grandit, ce qui force Louis XVI à lui demander sa démission. En mai 1788, Brienne accepte, mais pose une condition, que soient convoqués les États généraux du Royaume de France pour porter remède au désordre de l'État, pour trouver de nouvelles sources de financement et combler les dettes. Le 25 août 1788, Brienne se retire en laissant un trésor vide. Le déficit s'élève à 117 millions de livres, le remboursement de la dette pèse pour 310 millions sur le budget de 1788, soit 49,3% des dépenses totales de l'État. Dans son livre « Idées reçues sur la Révolution française », Jean-Clément Martin remet les pendules à l'heure. La misère du peuple du Royaume de France n'a pas causé seule la Révolution française. Pas plus que l'influence des Lumières, difficile à quantifier, ni l'incapacité de Louis XVI qui est loin du portrait d'un roi faible et hésitant qu'on a pu en faire. Mais alors, que reste-t-il comme cause identifiée de la Révolution française? Les inégalités sociales qui se creusent en cette fin du XVIIIe siècle, l'étalage de la richesse des plus grands, la brutalité de l'inflation qui frappe le royaume, le fait que l'action de chacun pour lutter contre la crise de la dette soit systématiquement contrecarrée par son successeur, tout comme dans la société, chaque groupe social ou ordre agit contre l'intérêt de l'autre. Et donc la crise de la dette qui va entraîner l'événement fondateur de la Révolution, la réunion des États généraux du Royaume de France. Est-ce que la météo désastreuse des années 1780 peut être ajoutée à cette liste de causes de la Révolution? Nous verrons cela la prochaine fois.